Bonjour et bienvenue dans mon atelier. Bienvenue dans le podcast d'Histoire d'Artisan. Je suis Lisa Millet et je serai votre guide dans l'exploration de l'artisanat d'art. Histoire d'Artisan est l'association qui valorise l'ingénierie des artisans d'art en mettant en avant l'innovation et la recherche au sein des ateliers. Ce podcast est le reflet d'un univers merveilleux et riche avec lequel collabore Histoire d'Artisan. Aujourd'hui, nous accueillons Lucille Boitel, peintre ornemaniste. Elle nous parle de l'histoire de ce métier qui trouve des mentions dès le Moyen-Âge. Elle raconte son évolution, comment il s'est adapté aux artisans et aux besoins de son époque. Lucille nous explique que des artistes et écrivains tels que Monet, Matisse, Zola et Owen Jones ont participé à la reconnaissance de ces artisanats d'art en refutant toute distinction entre les beaux-arts et les arts appliqués. Chez Histoire d'Artisan, nous aimons beaucoup ce type d'anecdote. Elle décrit également le lien historique entre peinture ornementale et politique. C'est passionnant. Belle écoute! Bonjour Lucille, et merci de m'accueillir dans ton atelier. Lucille, tu es peintre ornemaniste. Ça veut dire, si je me trompe pas, que tu peins des décors à la main. C'est bien ça. Je peins des décors, mais aussi des matières, des motifs au raccord, donc qui vont servir à faire du papier peint, du tapis, mais aussi plus largement de la céramique, de la lave émaillée, enfin peu importe du support, finalement c'est une fonction d'ornementation pour le champ des arts décoratifs. Est-ce que tu peux nous parler justement un peu de ce métier de peintre ornemaniste et de son histoire? Bien sûr. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la mention peintre ornemaniste, elle n'existe pas aujourd'hui dans la liste officielle des métiers d'art. C'est vraiment plus, faut l'imaginer comme une sous-catégorie ou comme une spécialité de la peinture décorative. Et moi, quand j'ai fait mes recherches, j'ai à un moment eu besoin de trouver un terme qui correspondait exactement à ce que je faisais et qui n'était pas trop généraliste. Et à ce moment-là, en lisant, je pense un peu tout ce que j'ai pu trouver, que ce soit à Forney ou aux arts décoratifs, je retombe régulièrement sur deux mentions, soit plutôt au Moyen-Âge sur l'idée de peintre imagier, donc qui ont l'air à ce moment-là d'être l'équivalent de l'artiste peintre, mais dédié justement au vitrail, à la tapisserie, etc. Soit plutôt à partir du XVIe siècle de la mention peintre ornemaniste, et là pour le coup c'est assez flou puisque du coup il y a un premier texte qui en parle, puis un deuxième, un troisième, et moi je sais pas forcément ce que ça représente, sauf que quand je vais lire des définitions, je me dis mais c'est tout à fait moi, puisque le peintre ornemaniste est là pour créer les ornements ou les décorations qui vont servir justement à faire ensuite une autre production, donc que ce soit du décor mural, voilà, ou une tapisserie, etc. Et donc il y a vraiment l'idée d'imaginer que c'est imaginer, peindre et vendre aussi quelque part un décor qui sera singulier en vertu d'une application prochaine. Est-ce que tu peux peut-être préciser ce qu'on appelle un ornement ? Alors, du coup, il y a plusieurs manières, enfin, comme à chaque fois, dès qu'on parle de mots, mais il y a plusieurs manières d'imaginer l'ornement. Plus on est 16e, 17e, et plus l'ornement est hyper défini. C'est-à-dire qu'on va parler des rinceaux, par exemple, donc ces grands feuillages. On va parler, je sais pas, enfin, ça va être tous les éléments décoratifs qui vont servir en architecture. Donc, soit sur des rambardes d'escalier, sur des moulures en plâtre, sur des stucs. Donc, ça peut être les rinceaux, ça peut être les roseaux, ça peut être les fleurs de lys. Enfin voilà, ce sont des éléments soit animaux, soit végétaux, soit abstraits, mais qui apportent quelque chose en termes de symbolique. Et après, quand on parle maintenant d'ornement, donc là, plutôt en 2024, on va plutôt imaginer tout ce qui va servir à décorer, à orner, justement, un autre support. Et donc, c'est beaucoup plus large et on n'est pas forcément sur du petit élément, mais ça peut être typiquement du décor panoramique où on va parler d'ornement à l'échelle de l'architecture. Ok, donc tu parlais de tapisserie et peinture murale. Ouais. Mais aujourd'hui, on peut aussi s'en servir pour la tapisserie d'ameublement, pour les rideaux. Ouais, c'est hyper large pour le coup. En fait, c'est un métier qui est aussi passionnant parce que comme il n'y a pas vraiment de limite définie de support par le métier, c'est vraiment une manière d'imaginer la peinture au service de quelque chose d'autre. Donc, tu disais des rideaux, mais finalement, c'est au service du textile dans ces cas-là. Et même dans le textile, ça peut être brodé après, ça peut être imprimé puis rebrodé, ça peut être tissé, on peut imprimer sur chaîne, on peut peindre directement sur une chaîne et retramer ensuite. Enfin, c'est vraiment une première porte d'entrée pour raconter une histoire, mais après, il y a vraiment autant de manières de l'adapter que de personnes ou de collaborations qu'on pourrait voir naître. Ce que tu me racontais aussi, c'est que à l'époque, au moment où visiblement ça s'est développé, ou en tout cas la définition est apparue, c'était pas un métier d'atelier, tu me parlais de métier d'itinérance. Ouais, en tout cas, c'est ce que j'ai pu lire à vraiment de nombreuses reprises, c'est-à-dire que contrairement à d'autres métiers, par exemple, on imagine plus facilement les ébénistes ou les tailleurs de pierre fonctionner par guilde, notamment au Moyen-Âge, et donc du coup, ils travaillent pour un atelier précis avec un maître d'art qui va donner une formation à ses apprentis et qui va les accompagner
sur la longueur. Le peintre a l'air à ce moment-là être vraiment en itinérance, c'est-à-dire qu'il va naviguer d'atelier en atelier en fonction des besoins. Et typiquement, je crois que c'est un mec qui s'appelait Nicolas Damien ou Nicolas Divre, parce que du coup à chaque fois ils ont plusieurs noms. Et du coup on retrouve son travail aussi bien pour de la tapisserie vraiment classique, enfin en haute lisse, que pour du vitrail en champagne, que il me semblait que c'était pour du textile, mais cette fois-ci en Provence. Et donc du coup, ça veut bien dire que ce personnage, même au Moyen-Âge, on a toujours une manière d'imaginer que le Moyen-Âge serait un peu obscur comme ça. Et au final, c'est quand même des métiers qui vont naviguer de chantier en chantier. Et c'est aussi hyper intéressant parce que, justement, contrairement à ces métiers qui ont des guildes ou des corporations hyper établies, ça veut dire aussi qu'il se dilue puisqu'il est au service d'autres métiers d'art. Mais moi, la question que je me pose, c'est est-ce que quand t'es peintre ornemaniste, justement, tu parles du fait qu'il travaille à la fois dans le vitrail, dans le textile et tout ça, est-ce que tu dois pas avoir une certaine notion de ces métiers d'art pour pouvoir produire les décors de ces métiers d'art ? Alors, des notions, si. Je pense que c'est important d'être curieux, de poser les bonnes questions, c'est-à-dire qu'au moment où tu vas créer ton décor, il faut que tu aies en tête les contraintes techniques qui vont être liées à la matière sur laquelle ça va être exploité. Ça, c'est obligatoire. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être expert dans la matière ou dans la manière de mettre en place un support, et que si tu as bien discuté du projet en amont avec la personne qui, elle, est experte, ça doit normalement te suffire à toi proposer un décor qui soit logique, sensible, enfin voilà. Parce que finalement, ce dont tu es le garant, c'est vraiment de l'histoire qu'on t'a demandé de raconter. Donc toi, tu vas apporter le sens général, le sens de la couleur, le travail de la forme et de la composition. Et ça, finalement, il n'y a pas forcément besoin d'être maître verrier ou maître, je sais pas, ornemaniste, mais cette fois-ci sculpteur pierre. Pour le savoir, c'est vraiment juste des questions de imaginer comment tu vas pouvoir travailler avec l'autre et donc poser les bonnes questions au bon moment du projet. C'est marrant parce que finalement, avant, ils travaillaient avec des métiers qui aujourd'hui, en tout cas en France, n'en ont plus besoin. Style les vitraillistes, ils savent aussi bien faire leur carton que faire le vitrail. Oui, c'est évident. Et à la fois, tu vois, par exemple, petite, il y a quand même cette image hyper puissante. J'habitais Reims à l'époque, et donc des vitraux de Chagall à l'église Saint-Jacques et sur la cathédrale. Et vraiment d'avoir ce truc, une espèce d'émotion profonde. Et donc Chagall n'est pas vitrailliste, c'est un peintre, mais qui est invité. Henri Matisse a aussi fait des vitraux. Enfin, je pense que effectivement, en tant que vitrailliste, tu n'as pas besoin forcément de quelqu'un d'autre, mais la collaboration, c'est quand même entre les différents artistes, artisans et les deux combinés, c'est quand même toujours quelque chose qui est salvateur pour les deux parties. C'est une excellente transition, si je me trompe pas, pour arriver sur la fin du 19e siècle, où, de ce que j'ai compris, de ce que tu m'as raconté, en fait, le statut d'artiste peintre et le statut de peintre ornemaniste est beaucoup plus flou. En fait, c'est pas tellement qu'il est plus flou, c'est-à-dire fin Moyen-Âge, de toute façon, l'artiste et l'artisan, il est mélangé. Il n'y a pas forcément de titre spécifique. La Renaissance va créer vraiment cette dichotomie entre un artiste qui serait vraiment les beaux-arts et l'artisan ou justement le peintre ornemaniste qui va être vraiment plutôt considéré comme un art mineur parce que décoratif. Et c'est quelque chose qui va rester longtemps, en tout cas, tous les écrits que j'ai pu trouver jusqu'au 19e siècle où là, on a quand même des gens qui justement vont prendre le parti de la peinture décorative pour rechercher autre chose dans leur manière de pratiquer eux-mêmes leur peinture. Et donc, ça va être le cas avec les impressionnistes qui vont énormément théoriser leur rôle dans la peinture décorative et qui justement se targuent de vouloir, sortir de cette idée que la peinture décorative serait forcément un art mineur, aussi bien si c'est une peinture de commande, une peinture moins intéressante ou moins flamboyante que si c'était un travail personnel. Et du coup, je trouve que c'est hyper intéressant parce que c'était déjà une vision moyenâgeuse, ça s'était séparé et à ce moment-là, ça se réunit. Et en plus, avec des gens qu'on n'imagine pas forcément. Voilà, on les voit à Orsay, on les voit au Louvre, etc. Et donc, c'est pas forcément des gens où on va se dire « Ah, mais ils ont commencé par là ». Et du coup, c'est assez marrant parce que moi, dans ma propre pratique, j'ai entendu beaucoup, en tout cas au départ, « Ah, mais vous n'êtes pas vraiment peintre » ou ce genre de petites phrases. Et c'est en faisant des recherches que je me suis rendu compte que Henri Matisse avait commencé justement en faisant des dessins pour le textile. Monet a fait des peintures décoratives pour des hôtels particuliers, Manet aussi. Et du coup, d'un seul coup, tu te dis, les gars, vous allez pas reprocher à Monet de pas être peintre, quoi. Donc voilà.
Après, évidemment, entre ma pratique et celle de Monet, il y a un monde, qu'on soit bien d'accord. Mais il y a quand même une manière de réhabiliter la peinture décorative comme étant une voie pour exprimer quelque chose et pour exprimer justement tout ce qui m'intéresse moi en termes de sensibilité, d'émotion et d'histoire à raconter. Enfin, finalement, c'est un sujet qu'on abordait avec Pauline Loctin, mais à un moment, il faut que tu vives et que tu manges. Tu vends pas des tableaux tous les 4 matins. Il faut peut-être que tu trouves des solutions pour que tes connaissances en peinture soient plus diluées, on va dire, dans le quotidien et ne soient pas des œuvres d'art, mais soient achetables par une entreprise. Et donc, c'est une des solutions. Ouais, enfin moi, plus je grandis dans mon métier, et plus je me dis que déjà, même là, je suis pas tout à fait... alors que ce soit pas une pièce unique, c'est une chose. Que ce soit pas une œuvre d'un seul coup, je suis plus si sûre. Et aussi, je pense que des fois, on a besoin de se reposer d'une première pratique dans une autre pratique, finalement. Et de se dire, bah voilà, là, il y a un moment, j'ai fait un énorme travail sur la couleur, mais j'ai besoin de laisser un peu décanter. Bah finalement, faire un travail de commande qui va permettre de mettre à profit une partie des choses que j'aurais commencé à développer, c'est aussi trouver d'autres voies d'utilisation, et ça veut dire aussi que sur un travail plus personnel derrière, j'aurai cette expérience-là supplémentaire pour avancer dans ce fameux travail que j'aurais amorcé par exemple sur la couleur. Donc je trouve que c'est aussi des liens qu'on met tout le temps en opposition, alors que pour moi ce sont des travaux qui peuvent se nourrir l'un l'autre et qui sont hyper enrichissants au final, à la fois pour le travail vraiment de pièce unique et à la fois pour le travail plus industriel. Moi l'intention que j'y mets c'est toujours la même, enfin je me dis pas oh là là c'est pour une entreprise je vais faire moins bien, enfin ça n'arrive jamais. L'intention c'est la même, je travaille avec la même rigueur, avec la même volonté, et après, voilà, il y a des manières d'imaginer le projet différemment en fonction de pour qui on le fait. T'as commencé ta phrase en sous-entendant que c'était des pièces uniques. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand je peins un décor justement pour une maison comme Fray ou Casamance, c'est forcément une pièce unique. En tout cas, moi, la manière dont je peins le carton. Qu'après, eux le reproduisent, c'est encore une autre question. Mais en tout cas, au départ, le travail que je fais pour eux à cet instant, c'est bien une pièce qui n'existera qu'une fois. Et justement, on en a parlé plus tôt en préparant l'émission, mais on ne retrouverait pas un élément d'un décor dans un autre décor. C'est vraiment à chaque fois un objet qui existe que pour lui-même, quoi. À la différence que j'avais parlé avec un ami qui travaille chez le photographe JR, et il m'avait dit que JR, il a des photos qu'il va tirer peut-être en un exemplaire et des photos qu'il décide de faire plus grand public ou qu'il va tirer en 200-300 exemplaires et forcément beaucoup moins cher. Du coup, ma question c'était, quand eux ils vendent un papier peint, on est d'accord qu'il est pas numéroté? Bien sûr. Donc ouais, la frontière finalement de quand la reproduction reste une œuvre d'art ou pas, je m'étais posé la question de savoir pourquoi il y a certaines œuvres qui sont considérées comme commerciales et certaines œuvres qui sont considérées comme œuvres d'art. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce qu'en ce moment, il y a une exposition sur Brancusi au musée Pompidou. Et j'ai appris que Brancusi, donc qui est un peu l'inventeur de la sculpture moderne, il a eu un procès avec les États-Unis parce qu'il a un ami à qui il a offert ou vendu une pièce. Et en fait, quand cet ami est revenu aux États-Unis, du coup, il avait les frais de douane de l'œuvre d'art. Du coup, je connais l'histoire. Ouais. Et en fait, les États-Unis ont dit, bah non, c'est une œuvre industrielle, donc vous payez plus de douane. Et du coup, ils étaient là, bah non, c'est une œuvre d'art. Donc, enfin, tout ça pour dire que ça a fait jurisprudence. Et que ça a fait jurisprudence, ouais. Et tout ça pour dire qu'en fait, enfin, vraiment, moi, je trouve que la définition de l'œuvre d'art, on m'a dit à partir du moment où elle est numérotée. Ouais, c'est pas complètement faux, hein. C'est juste qu'en tout cas, moi, je fais la précision au départ quand je me mets un peu dans ma bulle et que je parle que de mon métier, parce que quand je peins, notamment des choses à l'atelier, au départ, déjà, je sais pas si ça sera vendu. Donc la reproductibilité ne rentre pas en jeu à ce moment-là. Et une fois qu'elle est vendue, il peut encore lui arriver plein de vies différentes. C'est-à-dire qu'en fonction de à qui elle sera vendue, de si c'est l'original que je vends, si c'est sa version numérique. Enfin, c'est pour ça que je dis bien qu'à ce moment-là, par contre, il y a un tournant dans la manière d'imaginer le travail que je fais. Du coup, justement, de le placer ou non en termes d'œuvre d'art. Mais je trouve que c'est des questions qui sont hyper floues, justement, comme tu le disais, et hyper intéressantes aussi. Parce que si demain, on retrouve un carton de tapisserie, justement, de tissage de Joseph et Annie Albers, et qu'on l'expose, par exemple à Pompidou, parce que ce sera a priori là qui sera, personne n'ira justement renier leur qualité d'œuvre pour ce qu'elles sont, aussi parce que du coup, il y a vraiment la manière d'imaginer cette pièce comme faisant partie d'un tout et du travail d'un artiste. Et du coup, mon travail à moi, il n'est pas forcément exposé, etc. Mais disons que je m'allège de ces idées reçues sur le fait que ça serait pas exposable ou pas des vraies œuvres ou pas une vraie peinture pour pas me recroqueviller comme ça un peu toute seule dans mon atelier en me disant mais ça marchera jamais, mais plutôt pour me dire ok, en soi potentiellement c'est possible et après c'est aussi des histoires de rencontres, etc. Et c'est pour ça que je dis bien qu'il y a un gap et quand je le vends pour qu'il soit produit en grande quantité,
on n'est plus du tout sur le même niveau, mais en tout cas, l'intensité que je mets au départ dans la peinture, elle a bien la même valeur qu'elle soit sur un tableau ou sur un carton. Mais c'est très intéressant. Enfin bon, de toute façon, cette frontière est toujours un débat intéressant. Mais en plus, j'aime bien parce que c'est flou, c'est intéressant, mais plus tu creuses et plus t'as des éléments pour, des éléments contre, et à quasiment 50-50. Enfin, et je trouve que c'est hyper riche de juste savoir finalement ce que tu prends dedans pour toi, de ce que tu laisses, mais en conscience, sans se dire « Ah là là ». Je sais pas, je peux pas le faire. C'est ça, c'est peut-être se sortir d'une définition et dire, moi, comment je le ressens, et si j'ai envie, on en parlera peut-être du coup dans l'épisode 2, mais si t'as envie de le vivre comme artistique, et du coup, tu vas t'inscrire à la Maison des Artistes, Porquino, d'autant plus que, comme tu le disais, ton métier n'est pas référencé dans les 281 métiers de l'Institut National des Métiers d'Art qui s'appelle maintenant l'Institut des Savoir-Faire Français. Donc, t'as encore plus de légitimité à aller... Et d'autant que, par contre, ça fait partie... Je suis artiste-auteur. Enfin, ça fait partie des métiers qui sont, par contre, référencés en artiste-auteur. Donc, c'est justement ces métiers, moi, je les trouve passionnants parce que, justement, ils sont à la lisière, comme ça, de plusieurs mondes. Et là où, plus jeune... j'aurais eu beaucoup de difficultés en me disant « Oh là là, mais je suis pas ça ou pas ça non plus », là, je me dis en fait, c'est super, j'ai un pied d'un côté, un pied de l'autre, et en fonction des projets, je vais appuyer plus à droite, plus à gauche. Trop intéressant. Encore une fois, c'est une très bonne transition, je trouve, sur la troisième anecdote où tu me racontais qu'il y a un lien historique entre la peinture ornementale et la politique. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Ouais, en fait, c'est parce que moi, j'adore le travail, mais je pense comme plein de gens, de William Morris, qui est connu surtout en France pour ses papiers peints de style arts and craft, mais qui a aussi énormément théorisé justement ces rapports entre artistes, artisans, sur une vision plutôt anglaise du terme, et donc du coup qui est quand même très différente. On vit pas les choses exactement de la même manière en France et en Angleterre. Et moi, c'est des écrits qui m'ont passionnée, puisque William Morris, il est peintre, illustrateur, mais à la fin de sa vie, il a étudié la typographie, il a monté des usines, ça a été un homme politique aussi accompli, qui a milité sur l'équivalent du Parti socialiste en Angleterre, mais en plus sur fin 1800, donc c'est pas exactement le même Parti socialiste non plus que maintenant. Et c'est quelqu'un qui va s'engager énormément sur le fait d'imaginer que si un objet est beau, il sera beau pour la personne qui va l'acheter, mais il va être beau aussi pour l'artisan qui va le créer, et donc du coup il aura du sens, et donc finalement qui va mettre en relation le travail de commande, le travail de l'artisan ou de l'ouvrier si on est en usine, et le travail artistique plus généralement. Et donc moi je me suis dit, mais c'est hyper intéressant parce que je le lis maintenant alors que je crois que le livre que j'ai doit être daté de 1883, et ça faisait une résonance hyper intense, et en même temps, lui, toutes les références qu'il va trouver, il va les trouver justement sur le Moyen-Âge tardif, sur la Renaissance, et donc du coup sur des thèmes qu'on a abordés plus tôt dans l'épisode ensemble, et il retrace cette manière d'être politique en créant de la peinture ornementale, puisque c'est quand même quasiment systématiquement une peinture de commande. Ça va être une peinture de commande soit pour des propriétaires qui ont des maisons, soit pour des manufactures parce qu'ils ont des objets à produire. Donc il y a toujours comme ça une manière de s'intégrer finalement dans un discours qui est plus global. Et moi je trouve que c'est vraiment aussi la richesse de ce métier, puisque encore maintenant, à la fois justement... on va imaginer du papier peint que c'est quand même un objet hyper populaire, tout le monde a du papier peint chez soi, et en même temps, la manière dont moi je travaille, c'est quand même pour des entreprises du luxe, et donc ça pose à chaque fois comme ça des questions de à quel moment on fait un travail pour tous, sous quelle forme on le distribue, etc. Et je trouve que j'aurais du mal à imaginer ma peinture si elle s'intégrait pas dans une démarche plus globale, alors que je sais bien que, voilà, en travaillant avec certains architectes plutôt qu'avec d'autres, etc., ça va dire quelque chose aussi de notre société contemporaine. Très, très intéressant. Et c'est vrai que on en parlait, on en a parlé la première fois qu'on s'est rencontrés, mais finalement, tu pourrais faire des papiers peints pour une entreprise comme Leroy Merlin. Par rapport à ce que tu fais, en fait, c'est clairement pas aussi quali, quoi. Et encore une fois, je pense que de mon côté, ça changerait pas énormément. C'est-à-dire que le process, chez moi, il est rodé. Enfin, il est rodé. À chaque fois, il est toujours un petit peu différent quand même, sinon ce serait un peu triste. Mais en tout cas, il y a quand même toujours une manière d'imaginer une histoire, de venir raconter quelque chose par la manière dont je vais peindre après les différents éléments qui vont composer mon décor. Et en même temps, j'ai déjà vraiment toute jeune entrepreneur, j'avais travaillé avec Leroy Merlin et j'étais confrontée à des problématiques qui pour moi me dépassaient, du type des problématiques marketing ou de communication où on me disait non mais ça marchera pas, c'est-à-dire qu'on laissait pas non plus beaucoup de place pour une proposition qui serait complète, parce qu'on a besoin de s'intégrer dans une démarche de collection, qu'on a besoin de sortir vite les éléments, qu'on n'a pas envie d'acheter un décor sur lequel il y aura eu 20 jours de travail. Et donc du coup finalement c'est plutôt ces problématiques-là de commande qui posent problème
pour moi si jamais je devais travailler avec ces sociétés, plutôt qu'un problème d'intention, puisque je pense pas que le beau soit réservé finalement à une seule partie d'une classe sociale, mais plutôt que c'est une manière d'imaginer finalement comment on vit dans un espace, etc. Et que de toute façon, le beau est éminemment culturel et ce qui est beau pour moi sera pas forcément pour mon voisin. Donc c'est plutôt une histoire de dire à qui je vais raconter une histoire qui va entendre, qui va comprendre, qui va apprécier et qu'il aura envie de repartager lui-même. C'est très très intéressant. Et écoute, merci beaucoup Lucille. Merci beaucoup. Pour cette première partie sur l'histoire des peintres ornemanistes. Et puis je te dis à très vite avec un nouvel épisode. Merci, à bientôt. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ce premier épisode sur l'histoire avec Lucille Boitel, peintre ornemaniste, vous aura plu. Dans le prochain épisode, Lucille nous parlera de son parcours, sa rencontre avec son métier et sa façon très moderne de le réaliser. Vous pouvez continuer de m'aider à faire découvrir les histoires d'artisans au plus grand nombre en mettant une note et en vous abonnant sur votre plateforme de streaming préférée. Comme d'habitude, je publie régulièrement des photos du travail des artisans sur Instagram, donc n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir leur métier en images. Nous sommes toujours heureux de recevoir vos témoignages et vos ressentis sur les épisodes de podcast. Si vous avez envie, vous pouvez nous transmettre un message en nous écrivant à podcast@histoiredartisan.com. À bientôt avec une nouvelle histoire.